Le décryptage de l'actualité du secteur de la santé en Afrique, c'est dans Hebdo Santé sur Medium. Merci d'être toujours avec nous. Cette semaine, nous nous intéressons à la rage, une maladie à prévention vaccinale, malheureusement présente sur presque tous les continents. Pourquoi enregistre-t-on encore des cas de rage alors qu'il existe un vaccin très efficace pour la prévenir, voire l'éliminer? Des experts de la question avec moi sur ce plateau pour répondre à cette grosse interrogation. Docteur Techi Sopi-Mathilde, bonjour. Bonjour, monsieur. Alors, vous êtes médecin, santé publique, chef du centre antirabique de l'Institut national de l'hygiène publique de Côte d'Ivoire. Et point focal, rage humaine, c'est bien ça? C'est bien ça. En tout cas, merci pour l'honneur que vous nous faites, docteur. Merci. Également avec nous, docteur Nguessan Asanvo-Lambert, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes médecin vétérinaire, chef de service de la santé des ruminants à la direction des services vétérinaires de Côte d'Ivoire. Et il faut ajouter que vous êtes ex-chef de service du centre antirabique vétérinaire, CISA, Cocody lycée technique. En tout cas, merci encore à vous, monsieur, madame, d'avoir accepté donc de participer donc à cette émission et parler donc de la rage qui sévit de façon endémique donc dans pas mal de pays, notamment en Côte d'Ivoire. Alors déjà, c'est quoi la rage? Alors, la rage est une maladie infectieuse qui est transmise à l'homme par des mammifères à sang chaud. Les mammifères à sang chaud, en fait, ce sont des animaux. Voilà, ce sont des animaux qui mettent bas, qui ont des poils, qui allaitent leurs petits. Ce sont des animaux qu'on connaît? Qu'on connaît. Je peux donner l'exemple du chien, du chat, de la souris. Voilà. Ah, ce sont des animaux. Le chien, par exemple, c'est un animal de compagnie. Bien sûr. Le chat, c'est un animal de compagnie. Voilà, ce sont des animaux que nous utilisons souvent pour garder nos maisons, pour surveiller nos maisons dans les villages, pour aller à la chasse. Voilà, ce sont ces animaux qui sont proches de nous, qui nous transmettent cette maladie. D'accord. Et c'est une maladie, il faut dire que c'est une maladie hautement mortelle. Lorsque le premier signe apparaît, il n'y a plus de remède. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, il n'y a pas de traitement qui puisse permettre à un malade atteint de rage de retrouver Docteur la Techi, guérison. attention, il n'y a pas de traitement. C'est forcément mortel. Lorsqu'il y a la morsure, la griffure ou le léchage d'une plaie, ça, ce sont les modes de transmission de la maladie, de l'animal à l'homme. Lorsque la situation arrive, il faut que cette personne qui est dite exposée aille vers les services de santé pour recevoir la vaccination. Il n'y a que la vaccination qui puisse permettre la protection de la personne dans un délai en moyenne de 1 mois. Tout au plus, un mois. Un mois. Un mois, il faut dire que c'est la moyenne, mais c'est une période qui varie aussi en fonction de la gravité de la blessure ou de la morsure ou de la griffure. Voilà. Et selon l'OMS, ces morsures, ces lésions, ces griffures sont classées en 3 catégories. Et la catégorie 3 est la catégorie dite grave. D'accord. Vous avez parlé des symptômes tout à l'heure. Voilà. Vous avez dit que lorsque on observe donc les symptômes, là, il n'y a plus de traitement, il n'y a plus rien qu'on puisse faire. Oui. Et lorsque vous êtes mordu, griffé ou léché, c'est-à-dire vous êtes exposé et que vous n'avez pas eu recours à la vaccination, 1 mois après, la maladie peut apparaître si l'animal est vraiment infecté de rage. Par quel signe ça va se manifester comment? Un malade de rage, au départ, c'est un malade qui présente les signes, entre guillemets, dits généraux. Voilà, les signes généraux sont les signes qu'on peut retrouver dans plusieurs autres maladies, comme la fièvre typhoïde, le paludisme, la fièvre jaune. Il peut s'agir aussi du manque d'appétit, de fatigue. Et il faut dire que l'évolution de la maladie est très rapide.
2 ou 3 jours après, ces signes généraux vont laisser la place aux signes dits spécifiques. Ce sont des signes propres à la maladie. Il s'agit de quoi? Il s'agit de l'hydrophobie. J'explique. L'hydrophobie, c'est la peur de l'eau. Le malade de rage, c'est un malade qui a très soif, qui réclame de l'eau, mais qui ne peut pas boire. Dès que vous présentez l'eau, le malade présente une crise que nous on appelle une phobie. Parce que la personne a peur de l'eau. Phobique. La personne a peur de l'eau. Donc la personne repousse l'eau, elle n'arrive pas à boire. Voilà. Il y a ça. Il y a aussi la photophobie. Nous sommes ici dans une salle très bien éclairée. Un malade de rage ne pourrait pas supporter. Vous ne pouvez pas rester ici. La lumière. Un malade de rage ne supporte pas la lumière. Un malade de rage ne supporte pas aussi les mouvements d'air, le vent. Quand il y a trop de vent, le malade de rage n'est pas à l'aise. Voici un peu les signes spécifiques. Mais en dehors de cela aussi, il y a l'agitation. L'agitation aussi fait partie des signes spécifiques. Si c'est quelqu'un qui était calme avant, lorsque les signes spécifiques commencent à apparaître, c'est quelqu'un qui est un peu dérangé, entre guillemets, qui devient comme fou. D'accord. Voilà. D'accord. Qui se comporte autrement. Voilà. Je pense que docteur Assango est là. Oui, justement. On pourra aussi je vais demander à docteur Assango Lambert les signes chez l'animal. Les signes chez l'animal. Là, on a parlé donc des signes chez la personne qui a été en contact avec l'animal. Mais comment est-ce qu'on peut reconnaître donc l'animal qui est, je vais dire, enragé, qui a la rage? D'accord. Pour ça, il faut noter que les signes varient. Il y a d'abord les signes qui sont spécifiques aux animaux sauvages et aux animaux domestiques. On a d'abord la forme furieuse chez l'animal domestique que nous avons communément à la maison, les chiens, les chats et consorts. Donc, on observe un changement brusque de comportement de l'animal. Il devient irrité, agressif, il a tendance à mordre tout ce qu'il trouve. Donc les objets inanimés, les personnes ou même d'autres animaux. Donc quand vous voyez un chien dans cette phase en train de se comporter de façon agressive, ça veut dire qu'il présente déjà des signes de rage. On observe aussi une hypersalivation. Dans la forme furieuse, c'est comme ça cela se manifeste. Donc l'animal a une difficulté à déglutir, elle a parlé de boisson et de peur de l'eau. Effectivement, c'est compliqué chez l'animal de pouvoir boire même de l'eau. Donc il y a cette hydrophobie qui se manifeste. Également chez l'animal? Également chez l'animal. Ah d'accord. Et dans la forme paralytique, la deuxième forme, vous allez trouver un animal qui est abattu, un animal qui s'isole, un animal qui manque d'appétit et qui a une paralysie soit partielle, soit complète. Partielle, pour que il va fournir des efforts avec des incoordinations motrices, et totale pour dire que l'animal ne va même pas bouger, il est silencieux et vous ne le reconnaissez pas. Alors que d'habitude, on a l'habitude de voir des chiens qui, tout le temps, la langue pend, toujours avec le sang chaud, mais dans la forme paralytique, c'est quasiment une autre personne. Silencieux dans son coin, il ne dit rien par la personne. Je voulais aussi compléter un peu ce qu'il vient de dire, pour dire que chez l'homme aussi, il y a les deux formes. D'accord. Voilà. La forme que j'ai expliquée précédemment, c'est la forme furieuse, où le malade est agité, il change de comportement, il y a l'hydrophobie. Ça, c'est la forme furieuse. La deuxième forme qu'il a évoquée aussi existe chez nous, c'est la forme paralytique. Chez l'homme aussi. Chez l'homme aussi. Oui, c'est la forme paralytique qui se manifeste par une paralysie. D'accord. Voilà, une paralysie des membres. Voilà. Alors, j'ai envie de demander, est-ce que c'est une maladie grave qu'on peut qualifier de maladie de santé publique? Oui, bien sûr, la rage est une maladie grave, une maladie de santé publique. Voilà, parce que une fois que la maladie apparaît chez l'homme, nous n'avons plus la possibilité, en tout cas la médecine n'a plus la possibilité de guérir le malade. Seulement la solution, c'est qu'au moment où la personne est exposée, c'est-à-dire elle est mordue, griffée ou bien léchée, elle doit avoir recours à la vaccination. À la vaccination. Et ça, la vaccination, elle est efficace à 100% pour éviter la maladie. La maladie tue à 100%, mais la vaccination permet de l'éviter à 100%. Et vous l'avez dit qu'il faut faire la vaccination dans un délai de 1 mois. C'est une course contre la montre. D'accord. C'est une course contre la montre. Alors, est-ce qu'on a quand même quelques chiffres pour mesurer un peu l'ampleur de la rage en Afrique et particulièrement en Côte d'Ivoire?
Il faut dire que la rage existe dans le monde, mais particulièrement en Asie et en Afrique. Voilà, les deux continents-là déclarent, sinon enregistrent 95% des décès au niveau mondial. Chaque année, c'est 59 000 personnes qui meurent dans le monde et 95% sont retrouvées en Afrique et en Asie. Voilà. Voilà. Cela montre donc, l'ampleur de la maladie. Et notre pays, la Côte d'Ivoire, est aussi un pays d'endémie rabique. C'est-à-dire chaque année, nous enregistrons régulièrement des décès liés à la rage. Et la moyenne, c'est 20 décès par an. Alors, j'ai envie de vous demander... Sans compter que ça varie d'année en année. J'ai dit tantôt qu'en 2022, c'est 26 décès que l'Institut national d'hygiène publique a enregistré. En 2023, c'est 42 décès. Vous voyez. 42 décès. 42 décès. Et les enfants qui constituent l'avenir du pays représentent plus de 50% de ces décès. Oui, justement, effectivement, on a constaté que les enfants de 0 à 14 ans sont plus touchés, donc sont plus victimes de cette maladie. Pourquoi? Est-ce qu'il y a une explication? Il y a quand même une explication, parce que vous savez, les enfants aiment beaucoup les animaux, surtout les petits garçons. Ils aiment jouer avec les chiens. Par moment, même quand c'est pas, le chien n'appartient pas à la maison, sur la route de l'école, ils vont taquiner les chiens, ils leur lancent des cailloux. Voilà. Quand le chien est en train de s'alimenter, l'enfant peut aller le provoquer. Quand le chien est en train d'allaiter, la chienne par exemple, est en train d'allaiter ses petits, l'enfant a tendance à aller toucher ses petits. Tout ça, ce sont des comportements à risque que les enfants doivent éviter. Voilà. Et surtout, et c'est ça qui fait que ces enfants-là meurent et contractent la maladie très souvent. D'accord. Justement, on va en arriver. On vous demandera tout à l'heure qu'est-ce qui est fait, qu'est-ce qui est mené comme action pour justement amener ces populations à mieux connaître la rage, ses signes et même prévenir la maladie. Alors, on s'est posé la question de savoir qu'est-ce qu'il faut faire devant donc cette recrudescence donc des cas de rage. Qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, notre reporter Ferdinand Kwaku est allé poser la question à la population. Quelles sont les solutions miracles qu'on pourrait donc envisager? On va donc suivre et certainement que leurs propositions vous aideront dans la suite, dans la lutte contre la rage. On suit ensemble. Pour ceux qui détiennent des animaux domestiques, un chien à la maison, il faut vraiment prendre soin du chien. Il faut avoir un vétérinaire qui va faire ses vaccins régulièrement. Il faut vraiment un bon suivi au niveau de l'alimentation aussi. Il faut créer un enclos pour empêcher ces animaux-là de sortir. C'est-à-dire, si quelqu'un a un animal, l'animal doit rester chez lui, à la maison. Mais vous savez aussi qu'on ne peut pas quand même emprisonner ces animaux à la maison. Il faut qu'ils sortent pour s'épanouir, pour se promener un peu. Donc, en ce moment-là, il doit y avoir un vaccin. Moi, je dis, ces populations-là, ils n'ont qu'à attendre. Quand les gens dorment, là, ils vont sortir leurs chiens. Parce que quand on circule et puis ils sortent les chiens, moi, personnellement, ça me fait très peur. Parce que moi-même, j'ai peur des chiens. Donc, quand je vois ça, j'ai peur. Donc, c'est de sensibiliser ces populations pour dire, quand les gens, la circulation n'est pas dense, là, ils peuvent sortir. Mais quand ils voient, par exemple, à partir de 8h, 9h, on voit des personnes qui circulent avec des chiens, c'est dangereux. Et puis maintenant, les chiens même qui n'ont pas de propriétaire, là, quand on les récupère pour les envoyer, je ne sais pas, dans un centre de dressage, ou bien un centre pour les garder. Donc il faut vraiment des personnes pour pouvoir canaliser ces chiens qui n'ont pas de propriétaire. Maintenant, ceux qui ont les propriétaires aussi, qu'ils attendent que les gens ne soient pas nombreux dans la circulation pour pouvoir se promener avec leurs gros chiens. Ce que je voudrais, dans un premier temps, qu'on sensibilise ces personnes qui ont ces animaux de compagnie. Voilà, que c'est bon d'avoir des animaux, mais il faut en même temps veiller à ce qu'ils soient bien portants pour la santé de tous. Voilà. Et aussi au niveau du ministre, en tant que ministre, j'aurais préconisé qu'on revoie les subventions au niveau des traitements pour ces animaux-là, les vaccinations et autres, voilà, pour encourager ces personnes qui ont ces animaux de compagnie pour le bien-être de tous. Ce qu'on doit faire comme solution pour éviter qu'ils soient nuisibles aussi, parce qu'effectivement ça existe, c'est qu'il faut que la population évite de se balader avec leurs chiens dans les quartiers. Parce que souvent ça nous effraie, même les enfants. Ça nous effraie. Et moi-même, j'ai un proche qui a été victime de morsures de chien. Alors, imaginez si ce chien-là, par exemple, n'était pas bien vacciné, ça allait être vraiment très nocif pour notre frère. Parce qu'il allait contaminer le frère en question. Donc, il faut vraiment que les chiens soient soit
enchaînés, ou bien même ceux qui veulent se balader avec eux là, qu'ils fassent très attention, pour ne pas qu'ils partent mordre leurs proches. Et pour éviter aussi qu'ils soient un élément toxique envers leurs prochains, je recommande vivement aux personnes de prendre soin de leurs chiens. Parce que souvent on voit même des caniches qui sont très sales et des chiens galeux qui se baladent à Abidjan, c'est dangereux. Toi qui ne veux pas faire vacciner ton animal, on l'abat. Parce que c'est pour le bien de toute la population. Toi qui ne veux pas te conformer, c'est une loi. Il faut qu'il y ait une loi spéciale pour ça. Comme ça, chacun, celui qui est propriétaire d'un animal, vient avec son animal et on le vaccine. S'il ne veut pas, on l'abat. C'est la seule solution. Alors donc, voici quelques propositions de solutions pour éliminer la rage. Alors, si on s'inscrit un peu dans l'élan mondial de zéro décès rage d'ici à 2030, Dr Techi, Dr Asanvo. Je reviens encore sur les raisons. La rage sévit en Côte d'Ivoire surtout par ignorance. Des études ont montré que c'est parce que la population ignore les risques liés aux morsures griffures. Et la vaccination est disponible, mais il y a aussi l'absence de recours à la vaccination qui fait que la maladie... Recours à la vaccination, vous voulez dire quoi? À la vaccination anti-rabique. Puisque l'INHP a 30 antennes en Côte d'Ivoire. Et dans ces antennes, la vaccination anti-rabique est faite. Dès que vous êtes mordu, vous arrivez dans une antenne INHP, vous êtes pris en charge, les vaccins sont disponibles, on vous met sur un protocole et ce protocole-là doit être suivi jusqu'à terme. Aussi, il y a des personnes qui commencent la vaccination et qui ne la terminent pas. Voilà. Nous avons eu des cas comme ça où ces personnes-là ont fait la maladie parce qu'elles n'ont pas terminé le protocole de vaccination. Donc il y a l'ignorance, il y a l'absence de recours à la vaccination et il y a le non-respect des protocoles. Donc, et cela réside, selon vous, cela réside dans le manque d'information? Oui, et pour nous, c'est le manque d'information. Donc, il faut tabler sur la sensibilisation des populations, la sensibilisation des communautés. Parce que nous ne voulons pas arriver au stade de la maladie. Au stade de la maladie, il n'y a pas de solution, il n'y a pas de remède. Donc, aujourd'hui, nous sommes venus pour dire à la population que lorsque vous êtes mordu, il faut vraiment, d'abord, même surtout à domicile, laver la plaie à l'eau au savon pendant 15 minutes. Laver la plaie à l'eau. Juste après morsure ou blessure, il faut commencer à laver la plaie. Il faut laver la plaie à l'eau au savon pendant 15 minutes. Nous tous, nous avons de l'eau propre à la maison, nous avons du savon. Pendant 15 minutes. Vous avez bien dit pendant 15 minutes? Pendant 15 minutes. En fait, c'est pour aider l'organisme à se débarrasser de la charge virale qui a été déposée au niveau de la plaie. Et après ça, vous rendre au centre de santé le plus proche pour une prise en charge adéquate, qui veut dire la mise en place du protocole de vaccination antirabique. Et même l'une des missions, des stratégies du ministère de la Santé cette année, en 2024, c'est d'étendre ces centres antirabiques-là à tous les établissements sanitaires. D'accord. Voilà. Pour que vraiment la population, pour être proche des populations. Voilà. Parce que la distance aussi peut constituer une barrière à la vaccination. D'accord. Alors, vous arrivez donc à résoudre la difficulté de la distance. Oui, oui. Mais il faut également informer, il faut sensibiliser. Oui, il faut sensibiliser, je l'ai dit. C'est ça. Oui, parce que même si vous rapprochez le vaccin et que les populations ne sont pas informées, donc ça ne résout pas le problème. C'est ça. Alors, docteur Asanvo, également, vos animaux, j'allais dire, les animaux de compagnie sont indexés. C'est eux qui... alors, proposition, il faut les abattre, il faut les mettre dans les enclos. De plus en plus, on voit des personnes qui se promènent avec des chiens de race qui font peur. Moi, au stage, quand je vois des personnes avec des chiens, je passe loin parce que je me demande si l'animal se déchaîne, est-ce qu'il pourra même maîtriser? Alors, qu'est-ce que vous en dites? J'ai bien écouté, en tout cas, les populations, pour la plupart, n'ont pas tort dans les propositions qu'elles avancent. Faut noter que déjà certaines des propositions ont été prises en compte par le ministère des Ressources animales et halieutiques avec le ministre de tutelle, M. Sidi Timoko Touré, qui, en ce sens, a permis l'adoption d'une loi portant code de santé publique vétérinaire, adoptée depuis 2020. Alors, dans cette loi-là, il y a 7 livres, et dans l'un de ces livres, on parle de bien-être animal, qui est une priorité pour le ministre lui-même.
Et donc, le bien-être animal, dedans, il est défini un peu les obligations à la fois des propriétaires et aussi le bien-être de l'animal lui-même. Et quelles sont ces obligations? Voilà, donc il est tenu, il faut respecter les 5 libertés de l'animal, ne pas qu'il souffre, il faut lui donner à manger, il doit boire convenablement, il ne doit pas être maltraité et bien d'autres cas. Donc l'animal dispose d'une liberté qu'on lui donne et le propriétaire doit respecter cette liberté. Il y a les droits et obligations du propriétaire envers l'animal. Une personne qui ne fait pas vacciner son animal alors que la loi l'oblige, et il ne fait pas cela, il s'expose à des sanctions. Et où est-ce que se fait cette vaccination? La vaccination, on peut faire la vaccination au niveau du centre antirabique vétérinaire. Il y a aussi le fait qu'il faut sensibiliser. La sensibilisation est indispensable. Il faut sensibiliser les populations à l'effet de les renseigner ou les informer sur les risques liés à la maladie, le mode de transmission et l'importance de la vaccination. Bien sûr, bien sûr. Au niveau du ministère des Ressources animales, nous réalisons des campagnes de vaccination annuelles. On parle de 10% de taux de couverture vaccinale parce que la population animale est estimée à plus de 1 500 000 chiens. Donc on vaccine en moyenne 10% de cette population. Dans cette stratégie aussi, il faut mettre l'accent sur le renforcement de la surveillance à travers la mise en place des comités de lutte contre la rage. Donc, en ce sens, l'USAID, je pense qu'à travers Breakfoot Action, qui est juste à côté ici, a aidé les services vétérinaires dans la mise en place des comités locaux, notamment à Boaké et à San Pedro, pour essayer de voir comment est-ce que ces acteurs-là peuvent impacter les populations et les propriétaires des animaux. Ben, au-delà de tout ça, si vous menez toutes ces belles actions, est-ce qu'il y a un moyen de répression, de sorte à voir quels sont les animaux qui sont vaccinés ou pas? Est-ce que vous avez pensé à ça? Si, nous connaissons déjà la catégorie des animaux à vacciner. Ce sont généralement les animaux domestiques qu'on a, les chiens, les chats, les singes, les mangoustes, pour ceux qu'on a généralement à la maison, mais aussi les animaux tenus en captivité. Certaines personnes ont un amour manifeste pour certains animaux dits dangereux et qui maintiennent à la maison. Donc, comme la rage touche tous les animaux à sang chaud, il est préférable que tout animal tenu en captivité chez une personne, le propriétaire a l'obligation de faire la vaccination. Le problème qu'on a, n'a pas encore l'identification des animaux. L'identification des animaux, c'est une politique aussi que le ministère vise d'ici les 2 années à venir. Je pense qu'en ce sens, le ministre a mis en place un projet, le projet Pro Bien-être, qui dans ses missions doit se pencher sur l'identification des animaux, les questions de mise en place de fourrières pour les animaux qui errent, et qu'on sort. Et je pense que c'est un projet. Donc, pour les actions sur le terrain, chaque fois qu'il y a un cas de rage dans une zone déterminée, le directeur des services vétérinaires mandate son équipe et opère des ripostes. Et ces ripostes-là consistent en la sensibilisation, en la vaccination de tous les animaux sensibles dans le périmètre. Voilà. Et donc, si les vaccins sont importants, on peut les tendre à toute la région. Quand les vaccins sont limités, on les tend à la circonscription du foyer et les villages aux alentours. Voici un peu ce qui est mené. Et donc Docteur Teji, merci. On va terminer donc avec l'INHP. Qu'est-ce que vous envisagez comme action pour véritablement atteindre cet objectif de 0 décès rage d'ici 2030? Oui, 0 décès rage d'ici 2030 dans le monde, mais aussi la Côte d'Ivoire s'est inscrite. Bien sûr. Voilà, conformément à cet objectif, la Côte d'Ivoire a adhéré à l'élimination de la rage d'ici 2030. Et nous connaissons le nœud du problème, c'est l'ignorance dans les communautés. Et comme Dr Asanvo l'a dit, il y a des activités de sensibilisation qui sont menées chaque année. Et c'est le ministère des Ressources animales et halieutiques, en collaboration avec le ministère de la Santé, que nous menons ces activités. Donc, dans ce sens, des points focaux de lutte contre la rage ont été formés dans tous les districts sanitaires, dans les 113 districts sanitaires. Et il y a eu la mise en place des comités locaux de lutte contre la rage pour qu'au niveau local, on puisse prendre en main le problème de la rage. Voilà. Et les activités de sensibilisation sont menées, je l'ai dit tantôt, chaque année, même dans les écoles. Parce que nous savons que les enfants sont vraiment touchés et les enfants aussi peuvent contribuer à leur propre santé. Voilà. Parce qu'il y a des situations
où des enfants ont été mordus, ils n'ont pas informé leurs parents, ils n'ont pas été vaccinés, ils sont décédés. D'accord. Donc voilà. là, Donc l'enfant informe le maître ou bien le papa pour dire ah, sur la route de l'école, j'ai été mordu par un chien. Et tout de suite, si c'est le maître, il informe les parents. Si c'est la maman ou le papa, il amène l'enfant au centre antirabique pour la vaccination. D'accord. Voilà. Donc là, on tient à dire à tout le monde qu'en cas de contact avec un animal, de morsure, de griffure, il faut forcément donc informer. Comme vous l'avez dit, la rage est une maladie à déclaration obligatoire. En tout cas, merci pour toutes ces informations. Nous pensons... Et je voulais aussi ajouter quelque chose. Assez rapidement, je voulais ajouter quelque chose oui. Parce que le ministère de la Santé, les jeunes, la vaccination antirabique existe, elle n'est pas gratuite. Mais le ministère de la Santé, les jeunes publics, la couverture maladie universelle est en train de proposer vraiment une solution pour pouvoir aider la population à se vacciner à moindre coût. C'est une excellente nouvelle. C'est une excellente nouvelle, Dr. Juchi. Pour rajouter sur ce que je disais tout à l'heure, les lieux de vaccination, il faut noter que les directions régionales et départementales ont aussi des petits cabinets vétérinaires où on peut faire vacciner les animaux. Il y a aussi les vétérinaires installés en clientèle privée. Il y en a un peu partout dans toutes les régions du pays. Il y a des vétérinaires installés. Mais la chose la plus importante, c'est la mise sous surveillance des animaux. Lorsqu'un animal est mordu, qu'est-ce qu'il faut faire? Lorsqu'un animal mord, qu'est-ce que le propriétaire de l'animal doit faire? Il a l'obligation de prendre en charge les soins de la personne exposée et il a l'obligation d'envoyer son animal pour une observation, une mise sous surveillance vétérinaire. Cette mise sous surveillance vétérinaire dure 15 jours à partir de la date d'arrivée de l'animal et on l'observe. Pendant qu'on observe l'animal, la personne mordue suit un traitement et en fonction de la conclusion du médecin vétérinaire, la personne exposée arrête son traitement ou poursuit son traitement. Donc, comme on sait que la rage peut un animal enragé fera la maladie tout au plus en 10 jours, nous on met 2 semaines d'observation. Pendant les 2 semaines, on fait le premier jour une observation, 7e jour une observation et 15e jour une observation. Sauf si l'animal est décédé, abattu ou disparu, il faut le notifier aussi au service vétérinaire parce que ça aide dans la prise en charge de la personne exposée. Parce qu'on ne connaît pas le statut de l'animal, s'il est vacciné ou pas. En ce moment, la personne devient un risque potentiel de personnes exposées à la maladie. Donc, il suit tout le protocole. Et donc, pour éviter cela, il faut toujours faire vacciner ces animaux domestiques à la maison et contacter les services vétérinaires les plus proches. En tout cas, on vous y encourage. On vous y encourage donc pour qu'on puisse venir à bout de cette maladie et c'est grâce donc à vos efforts conjugués, tant vous qui êtes au niveau donc des services vétérinaires que le ministère de la Santé. En tout cas, merci à vous, docteur Nguessan Asanvo-Lambert. Je rappelle que vous êtes médecin vétérinaire, chef de service de la santé des ruminants à la direction des services vétérinaires de Côte d'Ivoire. Et à vous, docteur Teki Sopi Mathilde, épouse Thier. Vous êtes également médecin de santé publique, chef du centre antirabique de l'Institut national d'hygiène publique de Côte d'Ivoire et point focal rage humaine. Merci pour toutes ces informations. On a beaucoup appris avec vous sur cette maladie, la rage. Revenez-nous très vite pour qu'on puisse donc continuer la sensibilisation et l'éducation des populations. Ainsi prend fin ce numéro d'Hebdo Santé. Merci à l'équipe de réalisation et surtout à vous qui l'avez suivi. Prenez soin de votre santé. À très bientôt pour un autre numéro, toujours sur Média.